Sepideh, Mahnaz. Elles sont 12 femmes de ces générations sacrifiées depuis 1979 en Iran. Je suis iranienne, c'est le titre du premier ouvrage de Mona Jafarian, publié cette semaine, présidente de l'association Femmes Azadi. Elle se bat pour la liberté des Iraniens et des Iraniennes. Bonjour Mona. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous publiez en effet ce livre, recueil de témoignages de ces femmes iraniennes qui, sous couvert d'anonymat, ont accepté de parler de leur vie sous la République islamique, les tortures, les obligations, les menaces. Alors on va évidemment faire le point, beaucoup d'histoires se rejoignent, mais je voulais vous faire réagir à cette déclaration hier soir de l'ambassade iranienne à Paris concernant Aoud Daryaei, donc cette étudiante qui a été interpellée pour s'être dévêtue en pleine rue. Elle a été transférée dans un centre de soins spécialisés, de ce que nous dit l'ambassade, qui indique que la jeune fille souffre d'une fragilité psychologique, tout en précisant qu'il s'agit d'une affaire d'ordre privé. Comment vous réagissez ? On est encore face à la propagande de la République islamique qui part du principe déjà qu'une femme qui ôte son voile souffre d'un problème psychiatrique. Donc ils appellent ça la maladie du dévoilement. Donc c'est un peu l'excuse à chaque fois d'essayer de faire passer les femmes iraniennes pour folles. De la même manière que lorsqu'ils tuent des jeunes filles ou des jeunes hommes dans les rues, les actes de décès sont systématiquement falsifiés pour conclure à un suicide, à une maladie de longue durée. Donc tout est toujours fait pour essayer de cacher les crimes de la République islamique. Donc quand ils disent dans un centre de soins spécialisé, en fait, soit c'est un centre psychiatrique de redressement, donc c'est ce qu'ils a, en fait, comme finalement les centres qui ont vu le jour, par exemple pour les homosexuels, pour les torturer, leur faire tout un. Mais en fait là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que eux, ils partent du principe qu'une femme qui ne respecte pas l'islam est forcément folle. Et d'autant plus dans le cas de Orhou, qui a ce geste incroyable de résistance, de se servir de son arme la plus redoutable, qui est son corps, face à leur idéologie. Donc, pour eux, c'est une évidence qu'il faut la droguer, la briser psychologiquement, et surtout la réduire au silence. Vu le bruit médiatique international, son geste est d'autant plus grave pour eux. Et malheureusement, elle sera peut-être condamnée à mort pour ça, on ne sait pas. Alors, vous publiez, c'est vrai, les témoignages de ces 12 femmes. Vous avez changé leur nom pour chacune d'entre elles, pour évidemment éviter qu'elles aient des problèmes en Iran. Comment est né ce projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Eh bien, à la base, c'était la maison d'édition qui m'avait demandé si on voulait faire un livre, peut-être avec des personnalités qui allaient écrire des lettres aux femmes iraniennes, et je leur ai dit non. Si vous voulez écrire sur les Iraniennes, c'est elles qui doivent parler, parce que finalement il y a une espèce de romantisation, une glamourisation du combat des Iraniennes. On les voit un peu comme des Amazones qui brûlent leur voile, mais j'avais l'impression qu'on se rendait pas forcément compte de ce à quoi elle devait faire face et contre qui elle se battait. Et pour comprendre déjà, le peuple iranien, et deux, la violence et la barbarie de ce régime, il fallait que ce soit elle qui en parle. Donc ça a pris plusieurs mois, puisqu'il fallait parfois gagner leur confiance aussi, parce que quand on vit toute sa vie sous une dictature, on a toujours peur. On ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas à qui on se confie, etc. Mais finalement, elles ont joué le jeu. Par téléphone, via les réseaux sociaux. Exactement. Oui. Et ce qui est assez incroyable, et le témoignage qui a été le plus difficile, plus long à recueillir, pour convaincre la personne, c'était d'avoir la fille d'un des membres du corps des gardiens de la révolution islamique. Et c'était incroyable pour nous, opposants, même, parce que la majorité du peuple est opposé au régime, mais avoir quelqu'un qui est à l'intérieur d'une de ces familles du régime, c'était complètement fou d'avoir cet échange. Effectivement, ça c'est le témoignage de Parissa, notamment une jeune femme dont le père fait partie des gardiens de la Révolution. Alors c'est aussi ça le problème finalement à l'intérieur du pays, c'est que parmi des familles ordinaires, on trouve des gens qui travaillent pour le régime iranien. D'ailleurs, vous dénoncez aussi leur hypocrisie avec ce papa qui a une antenne de télévision qui en principe devrait être interdite. Et oui, parce que la même chaîne de télévision que regarde ce papa qui est membre du corps des gardiens, la République islamique, les menaces, ils sont à Londres, les menaces d'attentats, essayent de tuer leurs journalistes, mais finalement leur propre membre a une parabole chez lui et est en train de regarder la même chaîne. Donc c'est là où on se rend compte à quel point tout est très hypocrite. Très hypocrite aussi par rapport à cette jeunesse de Téhéran, enfant des gardiens de la Révolution, toute une population qui vit sous leur règle islamique,
mais chez eux, l'alcool coule à flot lors de fêtes organisées par leurs propres enfants. C'est ce que vous écrivez. Ils voyagent partout dans le monde et ont la pire réputation. Alcool, drogue, prostituées. Ils ne se refusent rien et leurs parents ferment les yeux. Exactement. C'est ça qui est terrible et c'est vrai que nous qui sommes lucides, parce que eux veulent nous faire passer pour fous, mais nous qui sommes lucides, on se demande toujours d'ailleurs comment leurs partisans peuvent continuer à croire en cette idéologie quand on voit comment vivent leurs propres enfants, et ce qui est très régulièrement d'ailleurs dénoncé sur les réseaux sociaux des Iraniens pour dire mais ne voyez-vous pas que eux-mêmes vivent dans une décadence totale et qu'ils veulent nous passer nous finalement pour des femmes impures ou impudiques pour des cheveux. Ouais, et d'ailleurs, certains n'osent pas arrêter certaines femmes, sachant qu'elles sont la fille de telle personnalité. C'est ça. Donc, on voit bien, y en a une qui raconte très bien que dans son quartier, comme il y a beaucoup d'enfants du régime, eh bien, la police des mœurs fait attention parce qu'elle ne sait pas sur qui elle va tomber. Alors, il y a ce témoignage qui m'a bouleversée. C'est celui de Manaz, agressée sexuellement dans un commissariat. Notamment, entre autres, elle raconte des choses extrêmement dures. On la bat sur des parties intimes. On la force à faire des choses également. Vous expliquez, ça, c'est le quotidien. En fait, on a du mal à se rendre compte, mais de nombreuses femmes, et presque quotidiennement. Oui, les violences à l'égard des femmes sont quotidiennes de la part du régime et le viol est utilisé comme arme de guerre. Donc c'est vraiment et pas que sur les femmes, d'ailleurs on le découvre dans le livre, mais même sur les hommes, sur les enfants aussi et c'est assez bouleversant d'avoir un échange en direct de vive voix avec quelqu'un qui vous raconte une barbarie telle, et c'est pour ça qu'il est important ce livre, parce que souvent vu de l'Occident, on nous dit souvent mais pourquoi les gens sortent pas dans la rue par millions, et après avoir lu ce livre on se rend compte que déjà oui ils sont sortis, bah oui, mais surtout voilà à quoi ils sont confrontés une fois dans la rue. Donc on a du mal nous avec notre biais occidental à réaliser qu'on peut se retrouver violé par l'État. Ouais. Aussi systématiquement pour briser quelqu'un totalement. C'est vrai, beaucoup renoncent donc à manifester par peur de se faire battre par ces terribles bassidis, donc c'est la police des mœurs en Iran. Alors, on a parlé de viol, de torture. On peut rappeler concrètement les risques qu'encourt aujourd'hui un jeune Iranien qui veut défier le régime des mollahs, peut-être en tractant tout simplement, en sortant dans la rue manifester. Qu'est-ce qu'il risque ? Pour vous donner un exemple réel, concret, un jeune a été pendu parce qu'il a mis une poubelle au milieu d'une rue pour bloquer les voitures et pouvoir manifester avec ses amis. Il a été pendu. Aujourd'hui, un Iranien qui poste une photo sur les réseaux sociaux et qui serait repris par un média étranger est considéré comme un traître à la nation et peut être condamné à mort pour ça. Sans compter les exécutions directement dans les rues, puisque ça tire à balles réelles. Donc, dans les manifestations, d'ailleurs sans distinction entre les femmes, les enfants. Aucune distinction, puisque la victime la plus jeune avait 5 ans et la plus âgée 70 ans. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'ils utilisent des douilles avec des centaines de plombs à l'intérieur. Donc en fait, ça prend tout le corps et c'est très difficile finalement d'être soigné. Et pendant les manifestations, sur les femmes, ils visaient particulièrement le visage pour les aveugler et les défigurer, et les parties génitales. Donc on est vraiment face à une barbarie pure, et on a eu des images pendant les manifestations qui étaient terribles, et malgré ça, les jeunes à main nue ont tenu pendant des mois et des mois. Et au bout d'un moment, forcément, on s'essouffle quand on se fait tuer et arrêter comme ça. Mais la volonté de renverser le régime, elle est toujours intacte. Et on le voit bien, quel que soit le profil des jeunes femmes avec qui j'ai parlé, elles sont unanimes. Le but, c'est de faire tomber la République islamique. Des Iraniennes de 20, de 30 ans, toutes coincées dans un système qui étouffe leurs rêves et leurs espoirs. Alors c'est intéressant effectivement, puisque vous dites, il y a 2 faits sociologiques qu'on doit connaître sur l'Iran. Le premier, c'est que l'islam en Iran, notamment chiite, est fini aux yeux des Iraniens. La grande majorité des Iraniens, près de 80%, sont non-croyants. Oui, alors on estime qu'ils sont soit non-croyants, soit agnostiques. Et souvent, quand on le dit, les gens nous disent « mais n'importe quoi, c'est un pays musulman ». Et moi, je leur donne les chiffres du régime. Parce qu'en fait, en 2023, un grand mollah de la République islamique avait fait une déclaration publique pour dire 50 000 des 75 000 mosquées du pays sont déjà fermées. Ah oui. Et les autres sont vides. Donc il était tellement désespéré qu'il en était arrivé à dire on n'a qu'à organiser des kermesses, distribuer de la nourriture gratuitement, organiser des événements. Il faut qu'on arrive à faire venir les gens
vers la religion. Et en fait, les Iraniens sont clairs. Et à chaque fois qu'il y a une grande fête islamique, les Iraniens se rendent sur la tombe de Cyrus le Grand, dans l'ancien palais des Pahlavis. Donc en fait, ils envoient des messages en permanence au régime pour lui dire mais vous êtes tout seul dans votre délire. Ouais. Nous, on n'y croit plus, on n'a rien à voir avec vous. Et c'est ce qu'il faut dire au monde occidental aussi, que finalement, la culture iranienne, ce n'est pas l'islam. D'ailleurs, lorsque Khomeini a pris le pouvoir en 1979, il a fait un discours dans lequel il expliquait l'importance d'éradiquer tout patriotisme chez les Iraniens, leur iranité, vous dites. Et il y a cette anecdote d'un Iranien qui a eu le bras cassé. On lui a cassé le bras parce qu'il portait un tatouage avec le symbole du lion et du soleil. Exactement, ils lui ont cassé le bras, brûlé la peau, parce qu'il avait justement ces symboles millénaires de l'ancien empire perse, pré-islamique donc, et effectivement pour le régime en fait, c'était la culture iranienne, l'histoire de l'Iran et notre héritage historique qui allait faire qu'il n'allait pas réussir à imposer l'islam. Et Khomeini avait raison, puisque 45 ans après, cette jeunesse-là, on s'en rend compte au fur et à mesure des témoignages, même ceux qui viennent de familles religieuses n'en ont rien à faire de la religion. Et pour eux, c'est limite justement, on va leur envoyer la balle. C'est presque devenu une maladie psychiatrique, mais on le voit. C'est ce que dit d'ailleurs une jeune fille. Oui. Elle dit, ils nous font vivre l'enfer. Ils nous font vivre l'enfer en permanence pour leurs croyances, mais ils sont complètement fous, ces gens-là. Et oui, on voit bien qu'il y a un fossé énorme entre la République islamique et le peuple iranien, d'autant plus que 60% des Iraniens ont moins de 30 ans. Ouais. Donc c'est absolument énorme. Extrêmement jeune. Ouais. Alors c'est aussi intéressant puisque vous parliez des hommes agressés sexuellement aussi comme les femmes. Le slogan Femme, Vie, Liberté qui est mondialement reconnu à présent rappelle aussi que pour les Iraniens il inclut les hommes. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui soutiennent les femmes dans ce combat pour la liberté. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en France, en Occident, de manière générale, on connaît le slogan Femme, Vie, Liberté. Mais en Iran, c'est Femme, Vie, Liberté, Homme, Patrie, Prospérité. Donc les hommes crient Femme, Vie, Liberté et les femmes répondent Homme, Patrie, Prospérité. Et c'est une vision très, très différente puisqu'en France, on a un peu un féminisme de la femme qui doit lutter contre le patriarcat, donc aussi contre l'homme. Oui. Et en Iran, on est vraiment sur une forme de féminisme absolument incroyable, qui est femme et homme main dans la main contre le patriarcat religieux et le système en place qui oppresse les femmes. Depuis la mort de Mahsa Amini, Mona, on constate dans les témoignages que vous récoltez, toute s'accorde à dire que le mouvement, depuis 2022, s'est transformé. Alors, il y avait déjà eu des manifestations en 2009, évidemment, mais en 2022, il y a eu un renouveau. En fait, comment ça s'est exprimé ? Est-ce que ça s'exprime d'une façon un peu différente aujourd'hui, ce mouvement de contestation ? Oui, alors déjà en 2009, c'est vrai qu'il y avait eu des grosses contestations. En 2019, il y en a eu à nouveau. Et il y a eu le Covid, donc ça a un peu remis le couvercle avec le Covid. 2022, ça explose avec Mahsa Amini. Les gens tentent le tout pour le tout, mais à main nue, c'était compliqué. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, elles ne mettent plus le voile, malgré la répression, parce que c'est pas comme si le régime laissait faire. Donc là, la nouvelle législation, qu'ils ont appelée hijab et pudeur, condamne systématiquement à 10 ans de prison et 72 coups de fouet toute femme qui ne porterait pas le voile aujourd'hui dans la rue. Mais elles sont des millions et des millions. À ne plus porter le voile aujourd'hui. À ne plus le porter. Donc le régime est dans un cul-de-sac, parce qu'ils se disent soit il faut en massacrer des dizaines de milliers, mais si on fait ça, c'est notre fin aussi, parce que il faut pas non plus provoquer le peuple. Soit il faut réprimer, mais ça marche toujours pas. Donc en fait, on est à chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses, les gens vont se rendre sur des symboles perses pour justement dire au régime on n'a rien à voir avec vous. Pendant le Ramadan, tout le monde mange dans la rue, écoute de la musique. En fait, en permanence, c'est des humiliations sur humiliations face au régime. Les jeunes écrivent sur les murs, envoient des messages sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, on a vu que la jeunesse iranienne avait défié le régime récemment quand il y a eu l'attaque de l'Iran sur Israël. On pouvait lire sur certains murs « Vas-y Israël, frappe l'Iran ». On voit qu'il y a un soutien quand même de la jeunesse iranienne, malgré ce qu'on peut lire dans le monde occidental envers l'État hébreu. Oui, alors ils mettent souvent frappe-les, donc en parlant d'eux, parce que c'est vrai que les Iraniens le disent très, très clairement, ce n'est pas notre guerre, c'est celle de Khamenei. Donc nous, on n'a rien à voir avec cette guerre. Nous, on veut qu'une chose, c'est vivre en paix avec les Israéliens, être amis, aller chez eux, qu'ils viennent chez nous, et que cette région s'apaise enfin
de ce terrorisme. Donc c'est vrai que c'était assez cocasse. Déjà, ils se moquent souvent des attaques sur Israël en disant encore une fois, ça fait 45 ans que vous dites ça. Les mecs, ils sont arrivés, ils vous ont humilié, ils sont repartis. Donc c'est vrai que cette jeunesse-là, elle s'en amuse et elle dénonce aussi l'hypocrisie du reste du monde, puisque dès qu'il y a eu l'attaque d'Israël, tout le monde était là en train de s'inquiéter des Iraniens et des civils iraniens. Et donc les Iraniens ont lancé un hashtag qui était « La guerre fait peur ». Mais en fait, ils utilisaient toutes les exactions du régime. Donc par exemple, ils disaient « Vous avez tué ma mère, je me retrouve orpheline ». Oui, la guerre fait peur, mais pour dire qu'en fait, la guerre, ils la vivent depuis 45 ans avec la République islamique. Donc c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller et avoir peur d'une guerre avec Israël, alors que eux, la guerre quotidienne, elle est avec la République islamique. Et ce qui les tue et les oppresse, c'est les mollahs. Donc tous ces crimes, toutes ces horreurs continueront encore et encore tant que la République islamique existera. Notre seul moyen de nous en sortir, c'est leur destruction totale. C'est ce qu'attendent les Iraniens. Ouais. Et c'est très important de le dire parce qu'on voit aujourd'hui que la République islamique a activé tous ses propagandistes pour faire croire que des réformes sont possibles, que si demain le voile n'était plus obligatoire, ça calmerait les Iraniens. Mais non, ils sont très clairs, aucune réforme et la chute totale et définitive de la République islamique. Alors une dernière question rapidement, Mona. Donald Trump a été réélu cette semaine aux États-Unis. Dans votre livre, vous dénoncez, en tout cas ces femmes dénoncent à travers la tribune que vous leur donnez, le manque de soutien de l'Occident. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de Donald Trump ? Est-ce que vous avez espoir que quelque chose change grâce à lui ou pas ? Alors ça a été hier, j'ai vécu une journée assez particulière puisque franco-iranienne, donc je voyais en France les réactions très indignées des gens de l'élection de Donald Trump, et en même temps je voyais en Iran plein de montages où on le voyait en train de danser, les gens heureux, et c'est vrai que c'est absolument hallucinant la différence de perception. Et Donald Trump a été finalement la personne qui a mis le plus les mollahs à genoux en leur imposant des sanctions très strictes, en éliminant le chef de la force Al-Quds. Et là, les Iraniens espèrent effectivement le retour de sanctions maximum contre le régime et un soutien maximum à la population iranienne. Merci beaucoup Mona Jafarian. Je suis iranienne, c'est donc le titre de votre livre sorti cette semaine. À très bientôt. Merci.